علينا سلامتكم الناس الكل. Alors, c'est un plaisir et c'est un honneur d'annoncer le symposium Menarini et de commodérer ce symposium avec mon ami le professeur Mariam Drissa. Et on va parler d'un titre assez long. On va voir tout à l'heure que cache le titre. Agir au cœur du continuum cardiovasculaire au-delà du blocage du système rénine-angiotensine et du système nerveux autonome. Et pour décortiquer tout ça, nous avons une oratrice que vous connaissez très bien, une excellente oratrice qui nous vient de Sfax, le professeur Leila Abid, ancienne présidente de la Société tunisienne de cardiologie. Et à vous la parole, cher ami. Merci, Monsieur le Président. C'est encore moi cet après-midi. On va parler cet après-midi encore une fois de l'hypertension artérielle. Et là, je tiens à remercier le laboratoire Menarini de nous avoir offert cette opportunité. Et on va agir au cœur du continuum cardiovasculaire. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. On va aborder donc ce thème à travers un cas clinique de notre pratique courante. Donc, Monsieur Mohamed, âgé de 65 ans, c'est un grand tabagique, obèse, hypertendu sous traitement de captopril hypotène. Il est coronarien, stenté suite à un IDM, mais il a été pris en charge précocement, donc il n'a pas regardé de séquelles. Avec le reste du réseau qui est infiltré. Bon, il consulte pour une consultation de routine, mais il y avait une petite douleur atypique, une bloc pnée, avec des chiffres tensionnels qui sont élevés, une fréquence cardiaque à 90. Le reste est normal. Avec à la biologie, pratiquement, il a la dyslipidémie. La fonction rénale est correcte avec à l'échographie une hypertrophie ventriculaire à gauche et le pro-BNP, il est à 200. Et c'est un patient qui est sédentaire. Donc, comment on va prendre en charge ce patient hypertendu, patient de tous les jours, en se basant certainement sur les recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle de 2023, mais aussi en 2024, on a eu les recommandations de Société européenne de prise en charge d'hypertension artérielle. En intervalle de quelques mois, on a eu 2 guidelines. Et là, peut-être, on pourra l'expliquer par le fait qu'on parle actuellement du paradoxe de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire on dispose de notre pratique courante de plein de molécules pour prendre en charge ces patients, mais quand même, un bon pourcentage de patients hypertendus ne sont pas bien contrôlés et la prévalence de cette hypertension artérielle ne cesse d'augmenter et ces patients, ils sont aussi à haut risque cardiovasculaire. Et là, en se basant sur une étude assez récente, étude donc mondiale, qui concerne plusieurs pays, regardez que dans 50-60%, les patients ne sont pas conscients qu'ils sont hypertendus, 35% uniquement, ils sont bien traités et moins de 10%, ils sont contrôlés. En Tunisie, on a notre registre, Nature HTN, on a réussi à inclure plus que 25 000 patients. Et là, si on regarde l'équilibre tensionnel, le pourcentage de patients contrôlés, si on fixe un cut-off de 140-90, c'est 51%. Mais si on est plus sévère, on baisse l'objectif à moins 130-80, c'est 18,5%. Donc, comment on va prendre en charge ce patient en se basant sur notre guidelines, mais aussi on a notre guide pratique élaboré par la Société tunisienne de cardiologie, chirurgie cardiovasculaire. Vous êtes d'accord, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de score, parce que là, notre patient, il a déjà fait un événement coronarien. On est dans le cadre de la prévention secondaire, il a fait un IDM, il a été stenté, c'est pour cela que je n'ai pas parlé du score, je n'ai pas abordé le Global Score sur lequel on se base dans notre pratique courante. Mais dans tous les cas, même si c'est clair que notre patient il est à très haut risque du moment qu'il est coronarien, il faut évaluer le retentissement de cette hypertension artérielle sur les autres organes cibles. Et là, juste un rappel rapide, ce tableau proposé par les guidelines, comment on évalue le retentissement sur les organes cibles, le CG, l'échocardiographie, si le CG est normal ou signe d'appel. La fonction rénale, actuellement, on parle du RAC, ça c'est très important, s'il est supérieur à 30 mg par gramme. Et aussi, n'oubliez pas d'évaluer la rigidité artérielle chez ces patients, soit par la pression pulsée, soit par la vélocité de l'onde de pouls. Vous allez me dire que notre patient, déjà, il est coronarien, certainement, j'ai de 65 ans, la rigidité artérielle, elle est importante, mais c'est important de l'évaluer et même si on est en dehors de toute coronaropathie ou en dehors de toute prévention secondaire, l'évaluation de la rigidité, c'est très important dans notre pratique courante pour nos patients. Et là, un moyen simple, c'est la pression pulsée.
Il suffit de mesurer la pression artérielle chez nos patients pour l'évaluer, parce que cette pression pulsée est corrélée au risque cardiovasculaire. Sinon, il y a actuellement le popmètre qui nous permet d'évaluer la vélocité de l'enveloppe de pouls. Plus elle est accélérée, plus la rigidité artérielle est importante. Et pour le cas de notre patient, c'est 18 mètres par seconde, donc c'est élevé, la rigidité est importante. Et pourquoi on insiste sur cette rigidité? Parce que ce qu'on est en train de mesurer, cette pression brachiale, n'est pas vraiment le reflet exact de la pression centrale. Et cette mesure de la rigidité artérielle, cette vélocité de l'onde de pouls, la pulsion pulsée, c'est un marqueur indirect de cette rigidité artérielle. Donc, il est disponible dans certains centres, on l'a, Dr Abdeslam l'a, certains aussi centres ont ce popmètre pour évaluer la rigidité artérielle et pour être sûr que votre patient sous traitement, il est bien équilibré. Donc, nous sommes d'accord que notre patient, il est à très haut risque cardiovasculaire, on doit le traiter, on ne doit pas perdre du temps pour le traiter. Dès qu'on fait le diagnostic actuellement en se basant sur les guidelines d'hypertension artérielle, il faut traiter à côté bien sûr les règles juridiques. Et la mesure de consultation, elle est là, oui c'est bien, mais ce qui est recommandé en se basant sur les guidelines, c'est la mesure ambulatoire, l'automesure ou la MAPA. La MAPA, elle nous fournit beaucoup d'éléments, surtout le profil nocturne, la variabilité tensionnelle, et ça, c'est très important chez nos patients pour le bien traiter. Et on peut avoir aussi directement une idée sur la rigidité artérielle par l'élargissement de la différentielle et l'augmentation de la pression pulsée, c'est très important. Voilà donc chez notre patient, des HTA confirmés, la MAPA aussi, quand vous l'avez vu, elle le confirme. On doit instaurer le traitement. Là, en se basant sur les guidelines les plus récents de 2024, c'est pratiquement la bithérapie pour tout le monde avec un bloqueur du système rénine-angiotensine, soit associé avec un inhibiteur calcique, soit un diurétique. La monothérapie, c'est juste pour des patients fragiles, des sujets très âgés, plus de 80 ans, avec risque de potentiel orthostatique. Sinon, c'est la bithérapie pour tout le monde. Et il faut essayer de contrôler le plus rapidement possible, dans maximum, idéalement dans un mois, maximum dans les 3 mois. Et voilà, donc, bloqueur du système rénine-angiotensine, c'est vraiment un pilier de traitement du patient, donc hypertendu, particulièrement notre patient, avec l'association inhibiteur calcique ou diurétique calcitique. Et les bêta-bloquants, on peut les ajouter à n'importe quelle étape de prise en charge de ces patients hypertendus. Que dire s'ils sont coronariens? Et la question qui se pose toujours, quelle bithérapie? Est-ce que je vais commencer par le bloqueur système rénine-angiotensine avec le bêta-bloquant, avec le diurétique thiazidique, avec l'inhibiteur calcique? Est-ce que je commence l'inhibiteur calcique diurétique puis bêta-bloquant avec le bêta-bloquant? Et là, nous avons la chance d'avoir dans notre service un moyen, l'impédance-métrie, qui nous permet d'évaluer l'ECG, l'hémodynamique de façon non invasive de nos patients. Et là, on est en train de mener une étude, on n'est pas en train de la faire systématiquement, je ne vous cache pas, mais on est en train de mener une étude chez les patients hypertendus et on fait l'évaluation hémodynamique et après, on verra si on a donné d'emblée le bon traitement ou on a ajusté le traitement en se basant sur cette évaluation hémodynamique. Ce qu'on constate ici, notre patient, il est tachycarde. Notre patient, il a des résistances systémiques qui sont très élevées, où prédomine le mécanisme de l'hypertension artérielle, comme vous voyez, c'est la vasoconstriction. Et je vous rappelle que l'HTA, c'est vraiment polyfactoriel, plusieurs mécanismes. Et là, je pense qu'un patient hypertendu, avec tous les facteurs de risque, il va évoluer, s'il n'est pas bien traité, au sein de ce continuum cardiovasculaire, vers les complications et le décès. Et au sein de ce continuum, il y a deux systèmes qui vraiment agissent et frappent plein au sein de ce continuum. C'est le système rénine-angiotensine et le système sympathique adrénergique qu'il faut vraiment savoir bloquer, stopper chez ces patients hypertendus. Et là, comme je l'ai dit, que dire si c'est un coronarien? La place des bêta-bloquants et puis, selon les symptômes, l'inhibiteur calcique ou les diurétiques thiazidiques selon les recommandations. Donc là, pour ce patient, je suis d'accord, il nécessite une bithérapie. Cette bithérapie peut être un bloqueur système rénine-angiotensine avec le bêta-bloquant ou on donne le système rénine-angiotensine avec un inhibiteur calcique puisqu'on a vraiment une rigidité artérielle très importante, c'est un coronarien, plus le bêta-bloquant pour jouer sur les deux, l'hypertension artérielle, la coronaropathie et en voir. Et comme vous le savez tous, on a une famille d'hypertendus, mais c'est une famille hétérogène. Actuellement, on ne cherche pas un bêta-bloquant juste pour ralentir la fréquence cardiaque.
On cherche un bêta-bloquant pour bloquer cette activité du système nerveux sympathique. On cherche un bêta-bloquant vasodilatateur pour améliorer cette rigidité artérielle. Et on cherche un bêta-bloquant qui est cardiosélectif. Et l'un des bêta-bloquants, on a le nébivolol, le bêta-bloquant le plus cardiosélectif. Mais surtout, je pense, le point fort de ce bêta-bloquant, c'est la vasodilatation. Parce que là, vous savez tous que l'hypotène, c'est un mauvais bêta-bloquant. C'est un bêta-bloquant qui est vasoconstricteur parce qu'il est très bradycardisant. Par contre, le nébivolol, et c'est un vasodilatateur. Il agit sur les récepteurs bêta-3, mais aussi il stimule la libération de monoxyde d'azote qui est vasodilatateur. Et là, c'est les points forts de cette molécule. Et ça a été démontré dans une étude à une petite population, évaluer la fonction endothéliale chez les patients après l'avoir les mettre sous nébivolol, ayant une amélioration de la fonction endothéliale. Et qui dit dysfonction endothéliale dit aussi dysfonction érectile. J'ai oublié de vous l'annoncer tout à l'heure pour notre patient et c'est un motif de consultation qui est fréquent chez nos patients. Et c'est parmi les bêta-bloquants de nouvelle génération qui réduisent aussi la dysfonction endothéliale. Voilà donc, et même si on regarde les guidelines, regardez ici les guidelines de 2023, ils précisent bien que parmi les bêta-bloquants, on préfère les bêta-bloquants vasodilatateurs, ils précisent les vasodilatateurs, et ils précisent que le nébivolol a des effets favorables sur la pression centrale, sur la rigidité artérielle et sur la fonction endothéliale, et il faut oublier les bêta-bloquants. À côté donc du bêta-bloquant, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, on sont tous d'accord que les IEC ils ont fait leur preuve. Vraiment, c'est des molécules de la cardioprotection au sein de tout le continuum cardiovasculaire, plein d'études qui ont été faites avec les IEC, avec les différents IEC pour l'effet sur l'équilibre tensionnel, mais la protection cardiovasculaire. Parmi les IEC, nous avons ce tableau qui résume les différentes études avec les différents IEC. Parmi les IEC, on a le zéofénopril, et je pense que ce zéofénopril, son point fort aussi, les études qui ont été faites dans le cadre du programme SMILE, c'est surtout le post-IDM. Le post-IDM, tout venant, quelle que soit la fraction d'éjection ventriculaire gauche, je ne vais pas détailler les études, c'est tout un programme de SMILE 1 jusqu'à SMILE 4, voire même SMILE 5. Donc le post-IDM non thrombolysé, le post-IDM qui a été pris en charge, comparé par rapport au ramipril, par rapport à l'énalapril. Et donc, c'est surtout, comme je l'ai dit, le post-IDM chez les patients hypertendus. Et le zéofénopril, c'est parmi aussi les IEC qui stimulent la libération de monoxyde d'azote. Et c'est un IEC aussi très lipophile. Un IEC lipophile, il a une distribution tissulaire très importante et donc il est plus efficace sur la chiffre tensionnelle, mais aussi pour l'organoprotection. Donc, si on résume pour les IEC, l'IEC, c'est un bloqueur du système rénine-angiotensine, un IEC, un ARA2, mais si on se focalise sur les IEC, donc les IEC, là, comme vous le savez, il y a le ramipril, l'énalapril, mais si on se focalise sur le post-IDM, l'insuffisance cardiaque, si c'est le post-IDM, quelle que soit la FEVG zéofénopril, insuffisance cardiaque post-IDM, on donne le ramipril, le tendolapril, le captopril, mais aussi, on peut donner les IEC. Les IEC, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque, nous sommes d'accord. C'est un pilier du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et pour notre patient, on a aussi la possibilité d'évaluer sa fonction endothéliale. Là, regardez, en évaluation de sa fonction endothéliale avant d'entamer le traitement, il a une altération sévère de cette fonction endothéliale. Et en donnant l'association avec le nébivolol, avec l'IEC et avec l'inhibiteur classique, on a eu une amélioration de la fonction endothéliale spectaculaire. J'arrive à une question aussi d'ordre pratique chez ce patient. C'est un patient coronarien qui consulte une HTA mal équilibrée qu'il faut équilibrer. Mais de l'autre côté, il se plaint de douleurs atypiques, il se plaint de dyspnée, bloc-pnée d'effort, disons. Donc, faut-il s'assurer qu'il n'est pas en train de faire des lésions de nouveau ou de resténoser le stent parce qu'il a été stenté. Donc, je pense que vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous êtes pour demander d'emblée une courroux ou faire un test d'ischémie. Dans tous les cas, il a eu un test d'ischémie et une épreuve d'effort qui est revenu positif avec des extrasystoles ventriculaires. Mais en faisant la coronarographie, on n'a pas trouvé de lésions de nouveau, pas de sténose. Les lésions, ils sont stables. Alors, comment on pourrait expliquer ces symptômes? On verra. Surtout s'il a une douleur atypique, s'il est gêné, il y a ces blocs-pnés d'effort, on verra. Ça peut être aussi de l'insuffisance cardiaque, mais aussi chez ce patient, on peut actuellement, en se basant sur les nouvelles recommandations, on parle
de l'EINOCA et de l'AINOCA. Et je pense que notre patient, puisqu'on a un test ischémique qui est positif, il s'agit de l'AINOCA. Et là, si on regarde ces guidelines, ils précisent que l'un des mécanismes sous-jacents, c'est la dysfonction endothéliale. Il y a un problème aussi de vasodilatation périphérique au niveau de la microcirculation, c'est très important. Et si on regarde ces guidelines, les dérivés nitrés, ils ont leur place pour soulager les patients. Et sinon, les bêta-bloquants et ou les inhibiteurs calciques pour contrôler la fréquence cardiaque et les symptômes en classe 1B. Et tout ce qui a changé dans ces nouvelles recommandations de classe 2AB, il précise donc la place du nitrate à un effet d'action tardif, mais aussi le ranolazine qui est recommandé en classe de H chez ces patients qui persistent symptomatiques. Ranolazine n'est pas encore disponible en Tunisie, mais Inch'Allah, prochainement, on l'aura pour ces patients. Personnellement, il y a quelques malades qui le commandent de l'étranger pour l'avoir si vraiment ils sont très symptomatiques, ils sont très gênés. Et si on continue à regarder aussi les guidelines, le nicorandil et le triméthazidine, ils sont indiqués en classe 2B si le patient est sous traitement et persiste symptomatique. L'ivabradil, c'est surtout en cas d'insuffisance cardiaque en classe 2A. Voilà, donc là aussi, il y a ce très bel algorithme qui résume la prise en charge de ces patients qui persistent symptomatiques. Là, vous voyez, en cas d'un problème de vasodilatation, de microcirculation, on trouve par exemple ranolazine. Et là, en cas de vasoconstriction, on trouve par exemple là, le nicorandil et les inhibiteurs calciques. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour ce patient, certainement, avant de dire certainement, on a des preuves qu'il y a de la dysfonction endothéliale, c'est certainement, on l'a objectivé, mais puisqu'on a un courroux qui n'explique pas, et puisque c'est un patient qui est obèse, qui se plaint de bloc pneu plus fort, il faut penser au diagnostic de HFpEF. Je sais que la HFpEF est sous-diagnostiquée dans notre pratique, mais elle est aussi fréquente que l'insuffisance cardiaque AFG réduite. Elle est aussi de mauvais pronostic chez ces patients-là. Je passe rapidement juste pour rappeler que la HFpEF, c'est la fraction d'éjection qui est supérieure à 50%. On a ce score qui nous permet de suspecter le diagnostic et l'échocardiographie avec les différents paramètres pour faire le diagnostic de HFpEF et surtout l'élévation des pressions de remplissage. Et pour la première fois dans les guidelines de prise en charge d'HTA, on trouve que ces paramètres ils sont bien détaillés et même actuellement on parle du STRAY. Il y a ce très bel algorithme qui résume les différents paramètres pour évaluer la pression d'éjection, la pression de remplissage. Voilà l'échocardiographie de notre patient. Il y a de l'HVG, il a l'altération de strain et il a des pressions de remplissage élevées. Et là, je vais terminer avec le traitement aussi de HFpEF, en se basant sur ce très beau consensus proposé par le groupe de travail d'insuffisance cardiaque de la Société européenne de cardiologie. Le HFpEF, rapidement, au centre, c'est les SGLT2 inhibiteurs, et après, selon le profil, parce que vous savez, dans le HFpEF, on a plein de profils, il y a le profiling, il y a la personnalisation de traitement, et là, pour vous dire que, par exemple, si on regarde l'hypertension artérielle chez les patients qui ont HFpEF, on trouve que le nebivolol, il est bien mentionné, à côté bien sûr des bloqueurs du système rénin-angiotensine, aldostérone, le SGLT2 inhibiteur au centre. Et là, comme vous le savez, récemment, on voit en cas d'obésité sémaglutide avec des résultats qui sont très positifs. Et tout récemment aussi, le fénéronol qui est très prometteur. Et probablement, on va parler de 3 pillars dans le traitement du HFpEF, comme on parle de 4 pillars dans le traitement du HFrEF. Et même dans les guidelines de l'HTA, pour la première fois, on trouve un algorithme de traitement du patient qui a de l'HTA avec l'insuffisance cardiaque FVG préservée, traitement de l'HTA avec les bloqueurs système rénin-angiotensine, plus ou moins inhibiteurs calciques ou diurétiques, les bêta-bloquants et les SGLT2 inhibiteurs, voire même parfois l'ARNI et l'anti-aldostérone. Et là aussi, je vous invite à lire ce nouveau aussi papier sur l'obésité et maladie cardiovasculaire parce qu'on détaille la prise en charge de ces patients. Donc ce patient, on a arrêté le traitement qu'il prenait, on l'a ajusté selon donc le profil et voilà, il se trouve plein du cercle, il est équilibré, il n'est plus en vasoconstriction, il n'est plus rapide et il y a une amélioration nette de la clinique. Donc, j'insiste à travers ce cas clinique sur l'intérêt de la prise en charge de l'HTA, bien sûr, à côté des règles juridiques, présence d'un bloqueur système rénin-angiotensine, surtout les patients à haut risque cardiovasculaire, associé avec un bêta-bloquant si on cherche le blocage du système nerveux autonome, surtout chez des coronariens, des patients qui sont
rapide en hyperactivité sympathique et certainement, vous l'avez bien constaté, on parle actualisation de la personnalisation du traitement et on doit prendre le patient dans sa globalité. Je vous remercie pour votre attention. Bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être en attendant que la salle posera ses questions. Moi, je vous remercie, professeur Abid, pour cette très belle mise au point, que vous avez fait le tour de la prise en charge du patient hypertendu, coronarien, insuffisant cardiaque. Mais peut-être je reviendrai vers le titre de votre présentation et le choix de bloquer deux systèmes, le système rénine-angiotensine et le système nerveux central. Moi, je parlerai particulièrement de patients hypertendus. On sait qu'un hypertendu, c'est jamais une pathologie simple, c'est vraiment l'interaction de plus qu'un système. Nerveux central, le système rénine-angiotensine, certainement il y a les rigidité artérielle dans la question, il y a le sodium dans le corps. En choisissant de donner cette bithérapie d'emblée, c'est clair que la place de bloqueur du système rénine-angiotensine, elle est inéluctable. Choisir un deuxième système à bloquer, est-ce qu'il y a des arguments plus simples que l'ECG? Si on n'a pas d'ECG sur un cardiologue, il n'a pas le CG sous la main, comme nous on l'a dans notre service, on a la chance de l'avoir, pour choisir de bloquer un deuxième système. Est-ce qu'il y a des moyens plus simples, la fréquence cardiaque, les œdèmes membres inférieurs, des choses qui peuvent nous aider pour choisir le deuxième système à bloquer en choisissant la bithérapie? Tout à fait, Dr. Triki. Certainement, il y a des éléments cliniques qui sont très importants. Comme tu l'as dit, une fréquence cardiaque rapide, c'est un marqueur indirect d'une hyperactivité sympathique chez ces patients hypertendus. Mais parfois, rien que le fait d'avoir une HTA mal équilibrée, le patient va être tachycarde. Donc certainement, on doit commencer par un bloqueur système rénine-angiotensine. Puis l'association avec du rétinibitol calcique, ça dépend du profil. Comme tu l'as dit, la rétention hydrosodée ou plutôt la rigidité artérielle, le patient vasculaire. Et le bêta-bloquant, à tout moment, on peut l'associer comme ce cas-là. Là, c'est un malade. On ne peut pas s'empêcher de ne pas associer un bêta-bloquant. Docteur Abid, moi à mon tour, je vous remercie parce que le cas clinique, finalement, c'est un cas de la vie de tous les jours. C'est un malade coronarien qu'on dilate, il reste symptomatique. Vous relevez la question, est-ce que chez le coronarien, il faut continuer à mettre des bêta-bloquants ou pas? Vous savez que cette histoire de bêta-bloquants au long cours chez le coronarien, c'est discutable. Et à l'ESC de cette année, nous avons eu deux salles. Une salle qui fait les guidelines et qui dit chez le coronarien, au long cours, on peut se permettre d'arrêter le bêta-bloquant. Deuxième salle, on fait l'étude ABIS, randomisée, 49 centres, étude française, et on arrête les bêta-bloquants, sous prétexte qu'on améliore la survie des malades et la qualité de vie des malades et qu'on n'altère pas justement leur pronostic. Et dans l'étude ABIS, le groupe de coronariens qui était stable, chez lequel on a arrêté le bêta-bloquant, il y a eu une surmortalité et je pense que cette histoire de bêta-bloquant à arrêter chez le coronarien ce long cours a été enterrée grâce à cette étude randomisée qui avait pour objectif de démontrer que le bêta-bloquant était inutile et a fortiori quand il y a un bêta-bloquant qui est libérateur de NO. Deuxième question également que vous avez évoquée, c'est les IEC au long cours chez ces malades qui restent symptomatiques et a fortiori qui n'ont pas de maladie coronaire authentique, il a été dilaté. Les macro-vaisseaux sont fonctionnels, mais les micro-vaisseaux sont dysfonctionnels. Vous avez insisté sur statine, IEC et bêta-bloquant libérateur de NO, mais ça n'a pas suffi. Et le malade continue à avoir quand même une dysfonction endothéliale sévère. Et ce qui est encore bien, c'est de dire qu'au jour d'aujourd'hui, 50% des malades qu'on dilate qui restent symptomatiques, c'est de l'INOCA, c'est de l'insuffisance coronaire à coronaire saine ou sans sténose significative, c'est un problème de microcirculation. Et heureusement qu'au mois de février ou mars, on va avoir en Tunisie, là même pour le Ranexa, la ranolazine, qui est justement 2A des guidelines. Donc finalement, c'est un excellent cas clinique de la vie de tous les jours qui remet en question la pose des bêta-bloquants, les IEC, la microcirculation, et je vous en félicite. Mais maintenant, est-ce que vous êtes pour arrêter les IEC chez les malades qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, qui sont coronariens au long cours? Est-ce que c'est le cas ou pas? Pour les bêta-bloquants, je pense qu'à avis, ça a été retenu, mais pour les IEC, est-ce que vous arrêterez les IEC au long cours chez les malades non hypertendus? Non, honnêtement, je n'arrête pas les IEC chez les patients coronariens non hypertendus.
Certainement, bon, pour les études, on a un recul de 4 ans, 5 ans. Disons, on n'a pas un recul, ce n'est pas l'éternité, mais je pense que les bénéfices de ces bloqueurs du système rénino-angine, ça a été démontré sur les événements cardiovasculaires. Donc, aucune raison, j'arrête les IEC chez ces patients-là. Il y avait un diagramme sur lequel, parlant justement de l'INOCA, il y avait mentionné l'association de 2 inhibiteurs calciques. Quel inhibiteur calcique choisissez-vous d'associer? Merci, Dr Hachet, pour cette question très intéressante aussi. Honnêtement, parce que là, si c'est l'INOCA et on suspecte l'atteinte de la microcirculation, ça sera l'amlodipine. Mais si on suspecte par exemple un autre mécanisme tel que le vasospasme et tout, dans ce cas, ça sera la verapamil, donc les inhibiteurs classiques non diuridopyridine. Donc ça dépend en fait. Mais pour ce cas-là, c'était plutôt l'amlodipine. D'accord. Donc merci pour l'assistance, merci à l'oratrice, merci au modérateur. Et on va passer au symposium suivant.